Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour. 6 dirigeants et autres personnalités nous offrent le menu de ce numéro. Ils nous viennent de la Guinée, du Niger, du Congo-Brazzaville, du Tchad, de la Tanzanie et de la France. Merci pour votre fidélité. Merci également à mes confrères. Bonjour à vous, Adrien Moussou. Bonjour Jérôme, bonjour amis téléspectateurs. Bonjour à vous, Jacques Bocor. Monsieur Kassa, bonjour et bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices. Nous allons suivre la première déclaration affichée à l'écran. Le réseau Internet est inaccessible depuis peu après minuit samedi à 23h GMT. Il était toujours à l'ouverture des bureaux de vote à 6h GMT et ça provoque un sentiment de tripatouillage, de vol et de non-transparence des élections. C'est Abdelkrim Yakoudjoungouni, directeur africain d'Internet sans frontières, qui l'a dit. Adrien. Nous sommes dans le cadre de la présidentielle au Congo-Brazzaville. Je partage entièrement son point de vue en cela que depuis quelques années, c'est la nouvelle trouvaille des dirigeants africains. Il suffit qu'on annonce une élection et on embrouille les cartes. Après avoir traficoté parfois les listes électorales, la nouvelle trouvaille, c'est de brouiller le réseau Internet. En fait, ils ont peur que les résultats sortis des urnes et affichés dans les bureaux de vote ne soient immédiatement portés à la connaissance du grand nombre, du grand public. Certainement qu'ils ont des idées derrière la tête. En cela qu'on pourrait aller transvaser les urnes, certainement qu'il faut changer forcément les résultats. Donc, sinon, je ne vois pas pourquoi l'Internet, cet outil précieux, dont nos gouvernants même n'ont de cesse de vanter la qualité, le fait que cet instrument nous permet d'être véritablement, de demeurer dans un village planétaire. C'est curieux de constater qu'à l'occasion d'une élection présidentielle, des législatives et d'autres élections, subitement, on brûle le réseau Internet. C'est pour protéger le pays contre les fausses nouvelles. Non, il y en a tellement sur la toile. On n'en a pas besoin. Avant l'avènement de l'Internet, quand même. On peut inciter la reine. Non, quelle reine? Non. On protège le pays contre tout ça. Jérôme Kassa, simplement, on tient à traficoter les résultats des élections. Sinon, ce n'est pas en brouillant le réseau Internet qu'on protège le pays de la haine, de la violence ou de toutes sortes de situations qui lui seraient dommageables. C'est tout simplement pour traficoter les résultats sortis des urnes. Jacques, les autorités congolaises nient en être à l'origine. Évidemment, le porte-parole du gouvernement a justifié l'acte. Je vais peut-être le citer. Il dit que le gouvernement a l'habitude d'assumer ses actes. S'il avait décidé d'une coupure, il l'aurait fait à ciel ouvert et n'a aucun commentaire à faire sur d'éventuelles perturbations du réseau. Il a fait à ciel fermé maintenant. Vous avez bien fait de poser la question. Et moi, le mal, c'est la coïncidence. Pourquoi c'est subitement, le jour de l'élection, que les Congolais perdent le réseau, n'ont pas cet outil de communication aujourd'hui qui est très, très capital. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des médias travaillent avec Internet, même les observateurs sont en contact direct. Il y a même qu'on crée des salles pour avoir les résultats du terrain aussi parallèlement. La société civile installe ces salles-là. Mais s'il n'y a pas Internet, comment vous pouvez avoir le retour du terrain? Donc moi, je pense que ce n'est pas la première fois que le Congo vit une telle situation. C'est après la présidentielle de 2016, c'est la même chose. Donc disons bis repetitas. Pourquoi cette coïncidence? Et c'est le jour du scrutin que le Congo vit sans Internet. Moi, je pense que c'est très facile. Cette justification, ça ne tient pas la route. Et
si vous n'avez rien à vous reprocher, si vous êtes clean, si vous pensez que vous êtes populaire à presque 90% effectivement, pourquoi ne pas laisser tout le monde voir les résultats bruts sortis des urnes? Pourquoi ne pas laisser les Congolais vivre en live les résultats sortis directement des urnes et on embrouille tout le monde? Moi, je pense que c'est aussi une succession de faits. Vous avez vu, à la veille de l'élection déjà, on a opposé un refus d'accorder l'accréditation d'observation à la conférence épiscopale. Donc, c'est une série d'événements et la coupure d'Internet est venue comme pour porter les stockades aux Congolais pour ne pas bien suivre les résultats sortis des urnes. Adrien, les opérateurs peuvent-ils avoir le toupet de le faire sans en informer les autorités? Nul. C'est là où j'ai le lièvre, en fait. À se demander si ce ne sont pas les autorités qui les instruisent à cette fin-là. Eh oui, parce que le Congo est quand même un État souverain. Nous a-t-on dit, nous a-t-on toujours martelé. Donc, je doute, et j'en doute fort, parce que ce sont les autorités qui ont beau jeu de voir ce phénomène-là se produire. Et comme Jacques le dit, non, ce n'est pas seulement qu'au Congo. Avant le Congo, dans d'autres pays africains également, où les élections étaient organisées, oh là là, il y a perturbation également. C'est un mouvement continental. Justement, j'ai parlé de trouvailles. Lorsque ça les arrange, oui, lorsque ça les arrange là, on dit non, 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 non. Soyez vigilants, armez-vous de torches, de lampions, suivez les résultats, sortez des urnes, soyez sur place, affichez, balancez. Mais lorsque ça ne les arrange pas, il faut brouiller. Vous comprenez bien, vous ne devez pas être surpris. Monsieur Denis Sassou Nguesso Rampil avait plus de 88%. Enfin, allez-y comprendre quelque chose. Pourquoi ne pas intimer lors du rétablissement au constat? Si le porte-parole dit on n'était pas au courant, on le constate, qu'a-t-on fait? Très bien. Parce que, qui donne l'autorisation d'installation à ces opérateurs de téléphonie mobile, à ces fournisseurs d'accès Internet, si ce n'est pas le gouvernement? C'est le gouvernement qui fait signer des cahiers de charges à ces opérateurs. Pourquoi? Lorsque le porte-parole du gouvernement a voulu justifier l'acte, il n'a pas interpellé tout de suite les fournisseurs d'accès Internet ou les opérateurs GSM installés sur le territoire congolais. Donc, disons, c'est une trouvaille et c'est juste pour se cacher derrière son bout de doigt pour justifier l'injustifiable. Mais je pense que ça se sait, tout le monde sait que c'est une formule, c'est un effet de mode. Disons sur le continent. Monsieur Amso l'a dit, ce n'est pas la première fois. Le rétablissement a coïncidé avec la proclamation des résultats. Absolument. Jacques. Le rétablissement a coïncidé avec le rétablissement. Et vous voyez que c'est le temps de compiler les résultats. Et puis bon, paf, ça revient. Vous voyez que c'est comme une coupure de courant. C'est suspect. C'est suspect, monsieur Kassa. Moi, je pense que si le gouvernement... et jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'a pas pu interpeller les fournisseurs d'accès Internet, n'a pas pu situer les responsabilités. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche, comme on le dit. Et comme ça, on se fout des abonnés, non, Adrien? Absolument, les abonnés. Mais ils ne sont rien sans les abonnés. Mais l'autre tient à rempiler. Abonnés, il s'en fout. Abonnés, il s'en fout. Comme de l'an 40, lui tient à rempiler l'essentiel et qu'il demeure ferme sur les instructions données à ses opérateurs. Ne tournons pas autour du pot. Ils ont passé le temps à jouer à Colin Maillard avec le peuple congolais, mais comme on l'a dit, subitement, il se fait que c'est au moment où on proclame les résultats et dans l'euphorie du chef qui rempile une énième fois et qu'on rétablit le réseau et Internet. Vous comprenez bien qu'il y a anguille sous roche, il y a du prix. Il n'y a pas de réaction de la part de la société civile, Jacques? Bon, c'est ce qui est marrant, mais des observateurs ont quand même réagi. Je vois par exemple la réaction de l'Union africaine qui a déployé, disons, une soixantaine d'observateurs sur le terrain et le porte-parole de ces observateurs qui dit que nous avons déployé nos observateurs dans plus de 6 zones. C'est le chef de mission Dileita Mohamed qui parle. Et dans chaque zone, chacun a fait pas mal de bureaux à l'intérieur. Malheureusement, en raison de coupures d'Internet,
on n'a pas de retombées par rapport à ces lieux. Vous voyez que ça entache, ça endommage déjà, ça porte atteinte à la crédibilité du scrutin. Si déjà la mission d'observation de l'Union africaine n'a pas pu avoir accès au dépouillement dans certains lieux de vote, ça discrédite, ce score-fleuve fait par le président Sassou Nguesso. Ça ne l'honore pas. Maintenant, qu'est-ce que l'Union africaine pourra faire par rapport à cette coupure? La formule consacrée, vous la connaissez. On va dire qu'il y a eu quelques perturbations en dehors de la coupure d'Internet, que tout s'est bien passé et qu'on peut valider le scrutin. C'est ce que dira l'Union africaine, pas plus. Bon, les opérateurs, sinon les abonnés, à leur niveau, eux, ils peuvent peut-être aller saisir des instances au niveau sous-régional si on s'en tient à ce qui s'est passé récemment, sinon aux dernières élections, disons présidentielles au Togo. Oui, il y a des abonnés qui se sont portés vers la cour de la CEDEAO, qui leur a donné raison. Maintenant, bon, nous n'avons pas eu la suite. Est-ce que ces abonnés ont pu être, disons, dédommagés? C'est là la grande question. Encore que, bon, les décisions des instances sous-régionales ne valent que ce qu'elles valent. Est-ce que ces décisions ont, disons, pouvoir de coercition sur les gouvernements, sur les États? C'est aussi l'autre paire de manches. Oui, une décision d'une cour sous-régionale, mais dans l'application, est-ce que les Togolais, est-ce que les Congolais, est-ce que des compatriotes ou bien enfin des populations d'autres pays peuvent être dédommagés au prorata des dommages subis le jour du scrutin? Grand point d'interrogation, M. Kassa. Et cela ouvre la voie à des contestations, Adrien. Oh, tout de suite, ceux-là qui seront initiateurs ou auteurs, co-auteurs, complices de ces contestations seront plus simplement matés. Parce que moi, j'ai un problème de conscience avec ces organisations-là, UA, CEDEAO. Mais non, ça ne veut rien dire là. J'ai dit que ce sont des condamnations ou des constats de principe. C'est fini. Et ils ne vont que pour justifier leur frais de mission. C'est vrai. Si tant que vous constatez qu'il y a des dysfonctionnements graves, mais votre conclusion ne devait pas être ces genres de conclusions. Vos conclusions ne devraient pas être ces genres de conclusions, mais que le scrutin dans la... Non, le scrutin est entaché, émaillé. Il y a eu dysfonctionnement grave. Normalement, ce scrutin-là, on devait exiger qu'on annule. Et il a dit, c'est entaché. Mais vous comprenez bien que Jacques l'a dit, hein, quelles sont les mesures ou les formes de coercition. Ces institutions n'en ont pas. Elles se sont fragilisées à croire qu'elles ont en partie lié quelque part, ou sur bien des plans, avec ces dirigeants. Parce que ce sont eux qui font l'UA, ce sont eux qui font la CEDEAO, ce sont eux qui font la Haute Justice de la CEDEAO, ce sont eux qui font l'UMOA. Et qui proposent ces cadres. Oui, qui proposent ces cadres. Vous les voyez aller voir le président en face pour leur dire, mais si c'est maintenant, dès le lendemain, soit ils seront rappelés. On pourrait retrouver un dossier quelque part au plan national, ils seront obligés de rentrer, ils seront impliqués dans un scandale au pays. Jusqu'à quand, Jacques? Jusqu'à quand? C'est la grosse interrogation. Maintenant, si les peuples, les populations aussi se taisent, si elles ne manifestent pas, ces populations-là, si elles ne font pas, si elles ne donnent pas de la voix, ça va continuer, M. Kassa. Quelqu'un l'a dit, si la jeunesse ne se lève pas pour arracher le pouvoir, ça ne tombera pas du ciel. Je cite là l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo. Si on croise les bras une fois, ça va se répéter une deuxième fois et une énième fois. Donc, je pense que nous avons des droits. Il faut aussi, puisque le pouvoir, c'est un rapport de force. Je suis d'accord que face à tout l'arsenal, à l'armada de soldats en face, ce n'est pas facile. Maintenant, si les gens ne manifestent pas, si l'opposition, si la société civile ne se mettent pas ensemble pour aller dire non à ces gens de pratiques, ça va continuer et nous allons subir cela tout le temps. Oui, on justifie ça par le fait que, bon, on peut enregistrer c'est pour peut-être empêcher des émeutes, des soulèvements, des guerres ethniques, pourquoi pas.
De bons motifs. C'est fondé quelque part. C'est fondé quelque part. Mais avant le jour du scrutin, dans d'autres États, il y a quand même des tests qui régissent l'usage de l'Internet ou des réseaux sociaux. Où est-ce qu'on range subitement ces tests-là, le jour du scrutin, qui publie par exemple les résultats avant la fermeture du dernier résultat de vote? Les policiers savent quand même comment checker, comment retrouver le premier qui a partagé une telle information. Et pourquoi on ne laisse pas Internet pour aller chercher à attraper ou arrêter celui qui veut mettre en péril la vie d'une nation? Et on coupe l'Internet alors que peut-être ce dimanche ou bien ce jour du scrutin, tout le monde n'est pas préoccupé par l'élection. Il y a d'autres qui sont préoccupés par leur business, par leurs affaires. Et on met tout le monde en difficulté dans le même pays à cause de l'élection déjà, disons, pré-gagnée par quelqu'un. Je trouve que c'est anormal. Il faut que les populations, de plus en plus, commencent à donner de la voix, à, disons, tenter toutes les voies de recours possibles. Même si, de recours? Oui, moi je parle de recours. J'ai parlé tout à l'heure des instances, même si dans l'application ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite. Il faut quand même qu'on se donne raison sur certains points. Maintenant, si vous ne vous manifestez pas, si vous ne donnez pas de la voix, bon, c'est comme si vous approuvez le fait et prochainement, ça se répétera. Et comme ça s'en sort avec un score d'un autre âge. Justement, à la soviétique, comme nous étions habitués aux heures chaudes de la révolution dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, dans lequel nous avons vécu, que nous connaissons très bien. Vous comprenez bien. Bon, encore que là, nous avions... On poussait jusqu'à ce seuil? Oui, bon, on n'était pas loin. Parce que dans ce pays-là, de l'Afrique occidentale, où le marxisme-léninisme, quand même, battait leur plein, quand même, les scores... certains grands camarades de lutte étaient facilement élus. Donc, vous comprenez, n'oubliez pas que Sassou Nguesso, c'est d'abord le treillis. Vous comprenez bien, une sorte de béret rouge qui a vécu également à la période révolutionnaire au Congo-Brazza. Donc, il retourne à ses vieilles amours, tout simplement. Et là, c'est ça ce qu'on peut dire, Jacques? Bon, je pense que nous sommes désormais à l'ère, c'est vrai, du renouveau, enfin, de la démocratie. C'est une quête permanente, comme le disent certains, mais la démocratie ne doit pas forcément rimer avec les anciennes pratiques. Son peuple l'aime. Oui, son peuple l'aime à 90% presque. Oui. Vous voyez, il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui, mais paradoxalement, il n'a pas laissé la conférence épiscopale aller superviser ou aller observer ces élections. Il y a quand même un contraste. Ils ont pris parti selon lui. Ils ont pris parti, mais s'ils ont pris parti et que leur récrimination, leur critique ne m'empêche pas, si les populations m'aiment, ce qui est sûr, il y aura un désaveu pour cette conférence épiscopale. Sassou Nguesso ferait mieux de laisser la conférence épiscopale, par exemple, en lui donnant l'accréditation. Ils n'ont qu'à s'occuper de leur communion tranquillement, c'est ce qu'ils leur demandent là. Et nous passons au Tchad. Certains croient encore aujourd'hui que ceux qui nous ont colonisés hier peuvent encore changer les choses au Tchad. C'est Idriss Déby qui parle, Jacques. Oui, je suis d'accord avec lui que on doit éviter, disons, l'ingérence dans les affaires en Afrique. Il parle là des Occidentaux, des pays développés qui pourraient s'ingérer ou qui s'ingèrent, qui s'immiscent dans les affaires politiques au niveau de l'État ou au niveau des États en Afrique. Je suis parfaitement d'accord avec lui qu'on n'est plus à cette époque-là. Mais le même Idriss Déby a quand même soupçonné des mains étrangères en Libye. Et récemment, la Libye, c'est, disons, 2011. Il n'y a pas longtemps, une décennie environ. Si déjà lui, il estime que ce sont les Occidentaux, ce sont les pays développés qui ont fait tomber, disons, Muammar Kadhafi, ça veut dire que la chose est possible. Bon, si la chose n'est pas peut-être possible au Tchad, certainement Idriss Déby compte sur
son armée, compte sur peut-être sa population qui ne peut pas se soulever peut-être contre lui parce qu'on l'a vu ailleurs. Nous avons quand même en mémoire le cas Burkina Faso qui pouvait imaginer que Blaise Compaoré allait céder aussi facilement le pouvoir. Donc, le plus important, c'est de ne pas penser que c'est peut-être déjà gagné d'avance et que c'est la mort qui peut-être va l'arracher du fauteuil présidentiel. C'est trop facile. Il faut qu'il s'assure que ce qu'il fait, il le fait suivant la Constitution et dans l'intérêt supérieur de la nation. Parce que ça peut basculer à tout moment si les Tchadiens n'en peuvent plus. Je ne sais pas ce qui peut les arrêter, même les plus de 30 000 têtes dans l'armée tchadienne. Attention, ça ne pourra pas arrêter cette vague populaire. Ce sont les colons qui pourtant le maintiennent au pouvoir là, non, Adrien? Mais appelons les choses par leur nom, la France, en fait. La France, il s'en moque comme ça. Il s'en moque pas, en fait. À travers ce propos, M. Déby est en train d'intimider par ricochet, en fait, non seulement l'armée et les populations, en fait, et les Tchadiens, j'allais dire. Oui, c'est parce qu'il sait qu'il a partie liée avec la France, la mère patrie, en fait. C'est parce qu'il sait qu'il a partie liée et qu'il représenterait quelque intérêt dans la zone au niveau de l'Afrique centrale par rapport aux djihadistes, comme dit qu'il combat, à sa façon, à sa manière. Ah oui, qu'il a eu ce toupet-là, je dirais. Mais en fait, c'est un propos stratégique, je dirais, tout simplement, parce que lorsque la France décidera de lui compliquer l'existence, vous comprenez bien que il ne pourra pas grand-chose, en fait. Donc, à mon fort intérieur, Idriss Déby croit intimider l'armée de son pays et les populations. Et comme Jacques l'a dit, vous savez, oui, on dit dictature, dictature, on opprime. Mais lorsqu'un jour, le peuple n'en peut plus, mais il est incontrôlable, ingérable, vous ne pouvez plus le contenir, en fait. Parce que, nous l'avons souvent dit, vous n'êtes que l'émanation de ce peuple-là qui vous a délégué sa souveraineté. Et j'ai dit, mais la plupart de nos dirigeants, une fois dans le fauteuil présidentiel, non, c'est le contraire. Ils croient détenir, eux, le titre foncier de la souveraineté de tout un peuple, se disant plutôt que c'est le peuple qui a une souveraineté déléguée. Mais confusion totale et changement de rôle. Nullement, dans la question. Donc, qu'ils se le tiennent pour dit, en son temps, nous constaterons, parce que aucune situation n'est éternelle, comme il dirait. Il dit envoyer 100 000 observateurs, je gagnerai. Oui, il l'a dit, et c'est à quoi qu'il nague même, à la limite, l'Occident ou ses partenaires techniques et financiers, ou bien la communauté internationale, parce qu'il sait que tout est huilé, la machine est huilée, et puis ça fait la 6e fois qu'il veut faire le même exercice, l'exercice qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire empiler avec un score fleuve à la Denis Sassou Nguesso aussi. Ça va se répéter d'ici le 11 avril. Nous allons voir le même résultat au Tchad. Il n'est pas à son premier mandat, ni à son deuxième mandat, ni à son troisième. Donc, bon, c'est un mouvement qui est en branle et il sera certainement difficile à l'Occident tant qu'il aura certains soutiens d'ébranler ce pouvoir-là. En tout cas, pour l'instant, Idriss Déby est royalement assis. Le maréchal, il est assis. Et il est très, très certain que au soir du 11 avril, il va rempiler. Et quels que soient les observateurs, d'abord, qu'est-ce que les observateurs observent? Ils n'ont qu'à rester chez eux tranquillement. Ils n'ont qu'à rester chez eux parce que ce serait juste aller valider ce que nous savons tous déjà. Et justifie la répression. Adrien dit qu'ils comprennent que la démocratie, ce n'est pas du désordre. Alors quand on conteste pour réprimer le désordre, on fait ça, on corrige comme ça. Ah mais n'oubliez pas, c'est d'abord un militaire. C'est vrai que... Il est allé à l'école, hein? Non seulement il y a à l'école. Attention, il y a certains militaires qui, quoi qu'il ait été à l'école, n'ont pas le sens de la sagesse et de la vertu. Je ne veux pas croire que c'est le cas chez le général, le maréchal de N'Djamena. Mais quand même, il y en a qui ont de la sagesse et qui savent lire les choses.
Vous comprenez bien qu'ils savent lire les choses. Et empêtrés, je dirais, ou désormais dans le fauteuil du président de la République, depuis 1990, les gens ne voient pas le temps passer. Avant votre naissance, hein, Adrien, visiblement. Tout sauf ça. Hein. Vous l'avez vu venir au pouvoir. Ouais. Déjà, le cas du siècle en ce moment-là, je l'ai vu venir au pouvoir. Vous comprenez bien. Et dans quelles conditions qu'elles sont dénoncées. Donc, mais avant la naissance de beaucoup de Tchadiens. Ah oui, justement. La naissance de beaucoup de Tchadiens. Mais non, je crois savoir qu'il y a certaines révolutions qui finiront par se faire dans certains pays africains. Et ces dirigeants-là qui s'obstinent à confisquer le pouvoir de tout un peuple, ils l'apprendront à leur dépens. Dans une interview à Jeune Afrique, il dit que tant que lui ne va pas s'assurer qu'après lui, ce serait la paix, il ne partira pas. Son nom, c'est la paix. Nous allons en Guinée. Lors de mon départ de Conakry pour Abidjan, je me suis vu de nouveau opposer, sans aucune notification et raison légale, une interdiction de voyager avec confiscation de passeport. C'est le d'Alain Diallo. Jacques. Je pense que c'est un acte à condamner ou à déplorer parce que c'est une violation de la liberté d'aller et de venir d'un individu, d'une personnalité. Et pas des moindres, ancien Premier ministre guinéen, candidat pour la 3e fois à une présidentielle, qui veut aller participer aux obsèques de l'ancien Premier ministre Bakayoko. Et on lui interdit à l'aéroport qu'il ne pourra pas voyager. Dans l'avion. Dans l'avion, voilà. Alors qu'on aurait pu peut-être lui notifier la veille ou bien avant qu'il l'aurait su. Mais dans l'avion, je pense que ce n'est pas bien pour l'image de l'Afrique. Est-ce parce que le chef de l'État, Alpha Condé, était annoncé? Parce que lui, il devait aller, Cellou Dalein devait aller en Côte d'Ivoire le mardi, et le mercredi, Alpha Condé, lui, devait se rendre aussi en Côte d'Ivoire. Est-ce parce que l'autre allait le précéder qu'il faut lui interdire le voyage? Je ne sais pas. Dans quelle loi, dans quelle constitution on a dit que si vous allez dans le même pays qu'un chef de l'État, alors s'abstenir? Je me pose la question depuis que l'information est tombée. Je n'arrive pas à trouver la réponse. C'est quand même... c'est une vieille pratique. Je pense qu'au XXIe siècle, on ne doit pas enregistrer ces genres d'actes. Est-ce qu'il y a eu des soupçons qu'une fois sorti du pays, il allait revenir avec des mercenaires? Je n'en sais rien. Mais bon, il faut éviter ces genres d'actes. Il faut les condamner à la limite et dire que ça ne se répète plus. Parce ça se passe dans un état de droit. Honteux. Des droits. Oui, non, vous savez que là-bas, quelqu'un a forcément un problème de conscience parce qu'après avoir forcé le 3e mandat, et également, il y a certains chefs d'État africains, c'est également aux stratégies, je dirais. C'est-à-dire qu'après l'usurpation du pouvoir, l'adversaire potentiel, on crée des situations qui l'amèneront à venir négocier. Vous comprenez bien? Oui, on crée des situations, des tensions. Ainsi, les émissaires de l'OUA, de l'UA, j'allais dire, de la CEDEAO au besoin, ou des institutions structures sous-régionales, iront vers le chef de l'État négocier certaines choses pour cet opposant-là, de sorte que on sera davantage sûr et certain qui représente désormais un moindre mal, en fait. Oui, tout ça, c'est pour faire mal, certes, à l'ancien Premier ministre guinéen, parce que même si le président guinéen devait se rendre également... Il va lui faire ombrage là-bas, peut-être. À ombrage. Alors, mais cet opposant-là est si populaire, même à l'extérieur, alors là, j'ai parlé de cas de conscience. Certainement, ce sont des cas de conscience. Je dois aller quelque part avec vous. Mais pourquoi est-ce que je devrais avoir des cas de conscience s'il n'y a pas une sorte de rivalité? Et si, in fine, on peut déduire à travers cette rivalité-là ou ces rivalités-là que finalement, je suis plus côté que vous. Vous comprenez bien? Parfois, certains chefs d'État sont tellement gênés aux entournures que, allez voir dans des postures données, vous posez la question, c'est-à-dire le vivre ensemble.
qu'ils n'ont de cesse de prôner eux-mêmes, après avoir créé des situations fâcheuses à l'intérieur de leur pays. Vous comprenez bien. Après avoir créé des situations fâcheuses, inadmissibles dans leur pays, ils sont les premiers à monter encore pour parler du vivre ensemble. De paix, de paix et de paix. Mais quelle sorte de paix? Là est la question. À quand la fin des misères des opposants en Afrique, Jacques? Quand on voit ça, on confie son passeport, on le débarque. C'est une grosse interrogation. C'est à croire que avant qu'il ne voyage désormais, ou bien avant qu'il n'aille faire ses besoins, il doit aller demander la permission au palais de la République en Guinée ou à Conakry. C'est humiliant, c'est honteux pour l'Afrique. Parce que c'est en Afrique que nous avons souvent ces genres d'images. Oui, c'est un cas de conscience qui se pose là pour le président Condé. Je partage entièrement l'analyse de M. Amoussou. Peut-être qu'en Côte d'Ivoire, même si Cellou Dalein n'allait pas être accueilli au salon d'honneur ou bien par le président Ouattara, mais il se peut que sur le terrain, il soit applaudi par peut-être les Guinéens vivant en Côte d'Ivoire. Et là, il allait ravir la vedette à Alpha Condé qui n'a pas été élu comme il se doit. Donc, pour empêcher cela, déjà, pour anticiper, on a dû prendre par là. Donc, moi, je partage entièrement son point de vue. C'est possible, c'est plausible que ça soit ça qui soit à la base de ce que nous avons vécu ces derniers jours à Conakry. Mais c'est très simplement pour l'Afrique. Mais un opposant est-il un ennemi, Adrien? Pas du tout. La preuve, c'est qu'à l'occasion des tensions, on vient à la télé, à la radio, dans les médias marteler que nous sommes fils et filles d'une même nation, d'une même patrie, et que le patriotisme aidant, nous devions, face à certains enjeux, regarder dans la même direction. Donc, un opposant ne saurait nullement être un ennemi, à la limite un adversaire, et les élections terminées, on doit pouvoir se regarder en compatriotes et favoriser les conditions qui nous permettront véritablement d'asseoir les bases d'un vivre ensemble dans la République. Nous sommes à présent au Niger. En vertu du choix librement exprimé sur ma modeste personne par ce même peuple comme président élu, nous ne pouvons pas accepter que notre victoire soit confisquée par une oligarchie dans le but de se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Adrien, c'est Mahaman Ousmane qui a parlé. Oui, l'ancien président nigérien, candidat à la dernière élection présidentielle. Non, le cas nigérien, je l'ai dit, surtout au moment où il nous a été dit qu'un prix a été accordé au président sortant. Et vous connaissez bien ma religion par rapport à cette situation. Quelqu'un l'a dit chez RFI ces jours-ci. Vous comprenez bien, non? C'est que désormais, il va falloir que les dirigeants, ceux qui sont aux affaires, essaient de boire à la source de la sagesse. C'est vrai, d'abord, les constitutions qu'ils font réviser à leur guise, comme ils l'entendent, ces constitutions-là, leur accordent plein d'avantages. Et ils ont de longueur d'avance sur leurs adversaires politiques. Mais on ne comprend pas pourquoi, à l'occasion des élections majeures dans leur pays, ils en mettent de trop par rapport à des réglages, par rapport à des dispositions à prendre pour obliger les adversaires redoutables à se positionner, à être dans le starting block. Vous comprenez bien. Bon, c'est vrai qu'au Niger, je vous l'ai dit, Mahaman Ousmane n'est pas n'importe quel candidat. Et j'avais dit que j'aurais souhaité qu'on permisse à un autre d'être candidat. Et vous allez voir. Donc, l'un dans l'autre, les opposants, sale temps pour eux dans les pays de l'Afrique de l'Ouest pour le moment. C'est vrai qu'en Afrique centrale, également, sale temps également pour eux. Mais fondamentalement, ce que dit ce candidat, moi je ne dirais pas candidat malheureux, il dit que sa victoire lui a été volée. Vous comprenez bien que l'arbitre, si on ne fait pas confiance à l'arbitre, et arbitre s'entend ici par arbitre, le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle au Niger, comment est-ce qu'on a pu arbitrer? Parce qu'il dit là, il déplore même que des recours adressés n'ont pas été étudiés, vidés. Mais pourtant, on est venu proclamer au but et torbi ces résultats-là que nous connaissons. Comment est-ce que cet arbitre-là ou ces juges-là ont pu opérer pour qu'on en arrive là? Et je crains qu'à y prendre garde que le Niger bascule dans le cycle des violences les mois à venir. Il croit en sa victoire, Jacques. Absolument. Il continue d'y croire. Il ne développe pas, il continue d'y croire. C'est vrai que au premier tour, enfin,
lors de la proclamation des résultats provisoires pour le second tour, on avait déploré les cas de violence et puis tout ce qui s'est passé dans les bureaux de vote. J'ai parlé ici du cas Agadez, où Bazoum a remporté à 99% pratiquement. J'ai déploré le fait. Je suis parfaitement d'accord avec Mahaman Ousmane. C'est son droit le plus absolu de revendiquer. On ne peut pas le lui dénier. On ne peut pas le lui refuser. Il est dans son plein droit candidat à l'élection présidentielle. La Cour proclame un résultat. Il doit pouvoir donner de la voix pour dire qu'il n'est pas d'accord, s'il n'est pas effectivement d'accord. M. Amoussou l'a dit. Il a adressé des recours qui n'ont pas été analysés. Vous avez suivi la proclamation, c'était laconique. On n'a même pas dit pourquoi on a, par exemple, annulé les résultats de 73 bureaux de vote. Non seulement on n'a pas analysé son recours, le test lu par les sages de la Cour n'a pas précisé pourquoi on n'a pas analysé ces recours. On a fait blackout là-dessus. On n'a pas non plus justifié l'annulation des résultats de 73 bureaux de vote. Alors là, je pense que on tombe des nues quand on suit ça, et ça se passe en Afrique et pas loin d'un pays comme le Bénin. Non, une fois que ça a été proclamé, moi, je me demande qu'est-ce qu'il pourra faire désormais. Est-ce que ça ne va pas s'arrêter juste à ces récriminations, à ces, manifestations d'état d'âme, de sentiments, de colère? Il est allé même jusqu'à appeler presque le peuple et l'armée à la désobéissance. Il dit de défendre sa souveraineté à travers une marche démocratique et pacifique sur l'ensemble du territoire national et faire échec par tous les moyens de droit à cette tentative d'usurpation du pouvoir. Exactement. Il est allé loin. Il est allé loin. Maintenant, je l'ai dit tantôt, le pouvoir, c'est aussi un rapport de force. Tant que le peuple, s'il est vraiment populaire, tant que le peuple ne va pas le suivre dans son appel, dans son mot d'ordre, il va subir. Une fois que la Cour a tranché en dernier ressort, c'est sûr que ces résultats seront bus. Nous l'avons vu dans plusieurs pays. C'est vrai, le cas Côte d'Ivoire est une exception où le Conseil constitutionnel a proclamé Gbagbo vainqueur, mais ce même Conseil constitutionnel est revenu proclamer après Ouattara vainqueur. Mais ça, c'est un cas particulier. C'est parce que la communauté internationale était derrière un candidat. Donc, ce n'est pas le même scénario. Tant que Mahaman Ousmane ne va pas s'y mettre avec les populations, ne vont pas suivre la même direction, là, ce serait un peu peine perdue pour lui. L'armée va-t-il le suivre? La rue va-t-il le suivre? C'est le gros point d'interrogation. La Cour a parlé. J'ai peur que ça ne s'arrête jusqu'à ces protestations. Il n'est pas suivi, là, visiblement. Non, Adrien. Vous savez, désormais, il a souvent suffi de brandir la baïonnette du peuple contre le peuple, en fait. C'est tout. Pour faire peur au peuple qui devrait suivre. Oui. La plupart de nos chefs d'État respecteraient même les constitutions de leur pays, mais que les peuples devraient avoir le droit de descendre dans la rue pour dénoncer un certain nombre de choses et des situations fâcheuses dans la République. Mais il se fait que désormais, là encore, c'est une trouvaille. Eh oui, on braque maintenant la baïonnette ou les armes contre ce même peuple-là. On intimide, il y a plusieurs stratagèmes pour intimider les populations, pour leur faire peur. Vous comprenez bien? Eh oui, qu'à la moindre incartade, ils seront pris, ils seront embastillés. Vous comprenez autant de choses. Pas que les peuples ne savent pas de quel côté se trouve la vérité. Mais non, en fait. Il y en a qui parfois, résignés, attendent, patientent, cherchent, guettent la brèche. Et lorsqu'ils trouvent la brèche, ces peuples-là, vous verrez bien. Non, pour le moment, ces peuples-là, la plupart sont résignés par rapport à cette situation. Parce que fondamentalement, ils lâchent ces dirigeants qui plisaient opposants là même. Mais non, dans bien des cas, ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'avec la mode maintenant des réseaux sociaux où on a tout fait d'intoxiquer par des messages également ces populations-là, de les dissuader par rapport à ça, vous comprenez bien que de l'un dans l'autre,
les uns les autres doivent pouvoir user de discernement. Mais le peuple qui, résigné, ne crie pas tous les jours un beau jour. Lorsque le peuple n'en pourra plus, vous allez suivre le reste. Et Jacques parlait tantôt de recours. Les recours ne prospèrent jamais en Afrique. Bizarre. Adrien. Justement, jamais les recours ne prospèrent en Afrique. Ah, quel est le gars le plus malin? Moi, je vous ai déjà dit. Vous n'en ai plus. C'est à croire que les différents arbitres se ressemblent d'un pays à l'autre. Oui, c'est à croire que ces arbitres-là se ressemblent. Ou vous constatez même dans les bureaux de vote que c'est tel candidat qui a été élu. Mais on vient inverser. On proclame celui-là même qui n'a pas pu obtenir la majorité des voix dans des bureaux de vote. On vient le proclamer élu président de la République ou député ou pas, je ne sais. La cour a l'œil partout par rapport à vous, individu. Oui, mais il se fait que ceux qui siègent à la cour, Jacques, bon, j'ai failli censurer le mot sage. Oh là là. Oui, Jacques, mais j'ai tiqué quand il a parlé de sagesse par rapport à moi. Oui, parce que c'est une épithète qu'il devrait porter ces membres de nos différentes cours constitutionnelles. Mais à travers les actes, les faits et les décisions qu'ils rendent, est-ce qu'il faut véritablement les appeler des sages? Alors là, parfois, moi, je suis perplexe par rapport à ces épithètes-là. Sage. Comme ça, c'en est fini pour Ousmane, Jacques? Je pense bien. Je pense bien, c'est consommé. Le recours, c'est pour la poubelle. Oui, le recours, c'est pour la poubelle. Et vous en parlez tantôt. Peut-être que ces membres de la Cour ou bien ces juges n'interprètent pas exprès. Parce que vous savez, il y a que souvent, pour la plupart, ils viennent des universités alors qu'ils ont déjà enseigné des théories. Et nous sommes au XXIe siècle à l'aide de l'Internet où tout se sait désormais. Vous ne pouvez même plus cacher un document. On peut aller rapidement chercher ça et voir les arguments que vous avez avancés si ça tient la route. Alors, peut-être de peur d'être confondus par des théories qu'ils ont déjà enseignées à leurs étudiants, peut-être en faculté, on se garde alors de faire ce genre d'interprétation. Parce que pour la délibération, pour ce que la Cour a dit a rendu comme décision pour le second tour au Niger, il n'y a pas de justif. S'il n'y a pas de justif, comment vous pouvez aller alors incriminer cette Cour pour dire que oui, vous n'êtes pas d'accord par rapport à tel. Donc, c'est peut-être fait exprès aussi pour que les gens ne disent pas que bon, on n'a pas dit le droit et on se limite là, quoi. Voilà. En Tanzanie, la présidente de la Tanzanie s'invite dans cette partie. Elle dit « Je demande à tous les Tanzaniens de faire preuve de courage et de patience. Je vous assure que notre pays est stable, que rien de mal ne peut se produire, appelant à enterrer les différences. » Adrien. Oui, enterrer les différences, moi c'est ce bout de phrase, cette expression. Qui vous gêne? Non, qui ne me gêne pas, qui m'intéresse. Parce que je veux bien croire que dans ce bout de phrase se cache un sens de sagesse. Et là, qu'est-ce que j'entends par sens de la sagesse ou de sagesse? C'est que progressivement, la nouvelle présidente tanzanienne travaille à arracher davantage, non seulement tous les Tanzaniens, surtout les opposants en fait. Je crois savoir que c'est un clin d'œil là, qui leur fait, pas oui, qui leur est fait enterrer. On a pourtant besoin de différences en système démocratique. Et justement, on a besoin de différences, mais pas des différences qui se muent en animosité, en haine, au point de faire exiler certains parce qu'ils vous dérangent. Nous revenons encore sur le cas des opposants. Oui, c'est vrai que par ces temps qui courent, certains s'en moquent. On dit que ces opposants, ils n'ont pas, ils sont pas ensemble, ils ne parlent pas du même voix, il n'y a pas la cohésion. Mais c'est faux. C'est vrai que tout pouvoir a beau jeu d'œuvrer pour diviser l'opposition, mais maintenant pas pour autant. Dans son rôle. Oui. Mais madame la nouvelle présidente de la Tanzanie a beau jeu d'œuvrer pour instaurer un climat de confiance, même si c'est progressivement en Tanzanie, parce que c'est à brûle pour point qu'elle a prêté serment pour succéder à celui-là qui n'est plus depuis quelques jours. Donc, non seulement elle va savoir marcher sur des œufs, mais
redonner confiance. Redonner confiance au peuple tanzanien et particulièrement aux opposants ne veut pas dire qu'il faille faire s'aborder les bases de son parti politique ou de son camp politique. Non, de la majorité, non. Mais œuvrer à faire comprendre aux uns et aux autres qu'ils sont tous tanzaniens et c'est en s'unissant qu'ils pourront œuvrer pour le développement socio-économique de leur pays. Et ce développement socio-économique passe également par la politique, parce que ce n'est pas le truchement de la politique que les uns et les autres vont aux élections, se font coopter, se font élire pour gouverner, pour diriger tout un peuple. Donc, on ne saurait faire abstraction de la politique par rapport à l'avènement au pouvoir. Comme ça, les exilés tanzaniens peuvent rentrer. Jacques, est-ce que vous voyez dans le propos de Madame la Présidente? Oui, si on s'en tient à ses propos, et si elle veut être en adéquation, en harmonie avec ce qu'elle même a sorti de la bouche, je pense qu'il faut qu'elle fasse ce pas-là. Parce qu'aucun pouvoir n'est stable sans l'unité, sans l'union des fils et filles du pays. Lorsque vous voulez gouverner seul en écartant la majorité ou bien certains, alors qu'ils sont du même peuple, du même pays, je pense qu'il y a un problème. Quand il parle de stabilité de son pouvoir, ça dépendra de lui. Encore que, bon, il faut déjà saluer l'armée qui a bien voulu qu'elle prête serment. Parce Sinon? que, oui, mais la Constitution peut prévoir qu'en cas de décès du président de la République, c'est la vice-présidente ou le vice-président qui prend. Mais parce que quelqu'un est là, est poussé par des intérêts égoïstes... Ça se fait encore? Bien sûr, ça se fait. On peut renverser le pouvoir et bouleverser l'ordre. Elle va se retrouver nez à nez avec le pouvoir comme ça, mais elle ne pourra pas le prendre. Donc moi, je pense quand même qu'il faut saluer déjà l'armée qui a bien voulu que Madame Samia Hassan prenne le pouvoir. Et maintenant, pour que son pouvoir soit davantage stable, il faut qu'elle collabore avec l'armée. Elle doit forcément déplacer des pignons parce que l'autre a laissé ses gens. Le président Magufuli défunt a laissé ses généraux, ses hauts gradés de l'armée là. Est-ce qu'elle fonctionnera forcément avec ceux-là? Je ne pense pas. Il faut qu'elle revoie le dispositif, les renseignements, même au niveau du parti politique qui est au pouvoir depuis près de 60 ans. C'est leur parti. Donc, est-ce qu'elle voudra faire forcément avec les hommes de son ancien leader courageux? Je ne pense pas. Donc, il faut qu'elle bouge beaucoup d'opinions pour stabiliser davantage le pouvoir. Et stabiliser ce pouvoir passera forcément par le retour des exilés à la table de négociation. Il faut qu'on fasse des concessions. Oui, si les gens rentrent, forcément, elle doit faire savoir sa voix de présidente. Je l'ai dit sur l'émission précédente, c'est vrai, mais il ne faudrait pas qu'elle parte, parce qu'elle l'avait dit dans son discours également, de là où s'était arrêté son prédécesseur. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce bout de phrase, parce qu'elle veut tisser forcément sa corde au bout de la corde laissée par son prédécesseur. Et la rupture, c'est ce que non, moi, je veux la rupture. S'il y a des choses que le prédécesseur a fait, mais qui sont à prendre en compte, à capitaliser, oui, qu'elle prenne ça en compte, mais il y a forcément beaucoup de choses à reprocher à M. Magufuli et je ne voudrais pas qu'elle tombe dans les mêmes travers, cette présidente. Jacques ne veut pas voir la nouvelle présidente ressembler à son prédécesseur. Ah oui, c'est la bonne des choses. C'est la bonne des choses en cela que, non, elle va pouvoir user du tact. Parce qu'avec l'armée, il faut savoir s'y prendre. J'ai dit tantôt qu'elle marchera sur des œufs. C'est vrai, elle aura déplacé des pignons, oui, mais de façon stratégique. Pour le moment, pour un début, elle ne peut que faire infiltrer tout à fait cette armée-là, surtout le corps des hauts gradés. Positionner également certains pions stratégiques. Parce qu'elle vouloir tout de suite faire bouger les choses, alors là, c'est là où il y a friction et tout de suite des velléités. Au niveau de l'armée. Et les femmes. Ah, les femmes. Oui, vous voyez bien, des velléités pouvaient tout de suite advenir. Donc, elle doit faire attention. Non, c'est une femme, quand même, elle a été à l'école.
elle saura séparer le bon grain de l'ivraie pour pouvoir gouverner. Ne serait-ce que achever le mandat. Et maintenant, pour un second mandat, si elle devait quand même être candidate, elle saura comment s'y prendre. Mais pour les premières années, pour le compte des premières années, elle doit... Vous ne la voulez pas martiale, hein, du tout? Pas du tout. Pas du tout parce que, attention, en Tanzanie, la tradition est telle que si elle devait avoir une allure martiale, les militaires ont tout fait de lui faire la fête. Vous comprenez bien? Ou des pots de banane. On te fait de lui être glissé et puis c'est fini, elle ne pourra pas s'en sortir. C'est surtout que beaucoup d'observateurs disaient qu'elle n'était pas celle qui était attendue au poste de colistière. Donc elle n'était pas la bienvenue, elle n'était pas du sérail. Donc, elle est venue par accident? Elle est venue par accident. C'est une stratégie des chefs d'État également, qui choisissent, qui ne choisissent pas en fait, disons, les plus intelligents forcément. Peut-être que Magufuli ne savait pas qu'il allait mourir et celle-là allait prendre le pouvoir. Sinon, peut-être qu'il allait choisir un autre, peut-être qu'un homme, pourquoi pas. Il n'a jamais imaginé qu'il pouvait mourir. Et voilà, la mort est venue. Donc l'occasion faisant le larron. Elle fait figurer une dame, là, c'est tout. Voilà, elle fait figurer une dame, c'est tout. Voilà. Elle n'était pas attendue du tout. Beaucoup d'observateurs l'ont dit. Elle ne faisait pas partie du sérail. Elle n'était pas attendue au poste de colistière. Voilà. Nous allons boucler avec les propos de Macron. Il n'y aura pas de paix en Méditerranée centrale et orientale. Il n'y aura pas de paix au Sahel si nous n'arrivons pas à avoir la paix et la stabilité en Libye. Trop de paix dans cette phrase, Adrien. Ah oui, c'est dans l'air du temps. Hein. Ah bon? Ah oui. C'est à la page. La paix. Mais attention, je crois savoir qu'il y a différentes sortes de paix. Vous comprenez bien? À laquelle? Il y a la guerre, par exemple, dans un pays où quand même il faut négocier pour que la paix revienne. Ça se comprend. Et Macron n'est pas loin de là. Hein? Après le désastre semé ou causé en Libye, il y a une dizaine d'années, vous comprenez bien, et dans d'autres coins du monde. Maintenant, il y a d'autres formes de paix également. Vous comprenez bien, où on peut vous dire, bon, le mal est fait, vous n'avez qu'à subir, mais attention, sachez réagir, sinon nous allons encore vous mater. Mais au même moment, on peut chercher à anticiper, à être proactif, prônant la paix, prenant des initiatives de paix. Alors que fondamentalement, vous n'êtes pas hommes et femmes de paix. Vous qui prônez la paix, vous qui prenez des initiatives de paix. Mais en amont, quels étaient les comportements que vous avez eus? Pour que maintenant, en aval, vous craignez une sorte de résurgence de violence pour maintenant prôner la paix, chanter à tue-tête la paix, et sur tous les toits, la paix, la paix, la paix. Mais l'autre a dit que la paix, c'est aussi un comportement. Alors, il y a des comportements que nous devrions avoir en amont pour qu'en aval, nous ne soyons pas contraints, avant d'arriver à destination, de prôner la paix ou d'en prendre des initiatives. Parce que vous voyez certains prendre des initiatives de paix et vous posez des questions. Que se reproche-t-il pour autant? Qu'ont-ils fait pour autant de si grave, de si dangereux, pour que vive la paix, la paix, la paix? Donc c'est cela. Ce sont autant d'aspects dont il faut tenir compte lorsqu'on parle de paix. Il y a différentes sortes de paix. Macron parle de paix. Oui, M. Kassa, ça me fait sourire parce que c'est l'histoire du père qui refuse à son enfant de dormir. Il faut que lui-même soit en éveil pour le surveiller. C'est ça. C'est aussi l'histoire de l'aiguille, du fil et de l'étoffe. C'est ça. Quand tu me tires, je te tire. Il a bien fait le diagnostic. Il s'est rendu compte que tant qu'il n'y aura pas la paix en Libye, eux autres, ils n'auront pas de paix sur leur territoire là-bas, en Europe. Parce que ce sont des jeunes qui, parce que n'en peuvent plus, ne peuvent plus supporter la misère, sont obligés de traverser, quand bien même ils meurent par milliers ou par centaines dans l'océan Atlantique, ils traversent. Et Macron s'est rendu compte qu'il faut que la paix revienne maintenant en Libye après 10 ans. Il faut que la paix revienne. Mais moi j'ai peur parce que il semble ne pas toucher le bon côté
de cette paix qu'il prône. C'est lequel? Parce qu'il dit que les belligérants n'auront droit à aucune revendication. C'est-à-dire, et on peut aller à la paix, mais vous n'avez pas à mettre sur la table des conditions. Vous n'avez pas à poser de conditions. Attention, pourquoi il y a guerre en Libye? Pourquoi depuis 10 ans, la France n'a pas pu stabiliser? Alors qu'on avait dit que c'est Muammar Kadhafi qui a appauvri la Libye, les jeunes ne trouvent pas à faire. Mais on constate que 10 ans après, le diagnostic posé à la base par au moins une dizaine d'États qui sont sur ce territoire, ils n'ont pas pu trouver la bonne approche pour y arriver. Donc, moi, tant que Macron ne va pas écouter l'autre partie, ceux qui combattent, ceux qui se transforment en djihadistes et autres, je pense qu'il n'y aura pas de paix. Et aussi, il faudrait qu'on règle les problèmes de chômage, les problèmes d'emploi des jeunes. Donc, il faut forcément aller sur cette piste-là. Il faut écouter les protagonistes, les appeler à la même table, les écouter. Mais pourquoi les armes crépitent? Et qui sont, M. Kassa? Ceux qui font le trafic des armes. Les armes ont quitté quelque part pour la Libye, pour le Sahel. Mais c'est parce que aussi la France perd un lourd tribut dans cette histoire. La France, c'est aussi le G5 Sahel. Non seulement la Libye, c'est le G5 Sahel dans lequel l'armée française perd ses vies, perd de l'argent. Il y a aussi que de l'autre côté, on les envahit. Donc, la France, par rapport à la Libye seule, a ouvert plusieurs fronts à la fois. Et Macron est en train de se rendre compte que tant qu'il n'y aura pas de stabilité au niveau de la Libye, la France ne peut pas peut-être se retirer du G5 Sahel, ne peut pas empêcher les gens de venir en Occident. Donc, il faut vraiment cette paix, mais il faut écouter les vis-à-vis. A-t-il des chances d'être écouté, d'être suivi? Non, il y a des signaux qui ne trompent pas et des indices qui me font dire que M. Macron aura le temps de se raviser par rapport à cette conception qu'il a de la paix. Il rêve là? Bon, en tout cas, il aura le temps de se raviser. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile de faire gober aux autres ce qu'il dit là. Oui, on parlera de paix, certes, mais vous n'avez rien à revendiquer. Vous n'avez rien, quand même, il faut être à 2 ou à 3, à plusieurs, pour négocier. Le complexe est toujours là. Pardon? Le complexe est toujours là. On attend de voir, mais je crois savoir qu'il aura le temps de se raviser. Il ne sera pas trop tard pour lui de se raviser. Merci à vous, Adrien. Merci également à Jacques. À madame, monsieur, merci pour l'attention et bonne suite de programme. Bonne sur SICA TV. Oui.